Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors pour aujourd'hui, on va débuter avec la correction de quelques anciens sujets de Polytechnique et notamment pour aujourd'hui, les profs qui nous intéressent, c'est notamment les profs de physique Polytechnique 2023. Donc on va d'abord commencer avec la première épreuve et pour cette vidéo, notamment avec l'exercice 1. Lorsqu'on parle de l'exercice 1, on parle d'un exercice sur 7 points constitué de deux parties. La première partie vous permettra en fait de voir comment appliquer le théorème du centre d'inertie pour un objet en mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et la seconde partie nous permettra de voir comment appliquer cela tout simplement pour un mouvement sur un virage. Alors, sans tarder, on va déjà commencer par la première partie de notre exercice. Alors, la première partie, mouvement des solides sur 5 points dit ceci. Deux solides, on a S1 et S2 de masse respective M1 qui est 500 grammes et M2 qui est 2 fois M1 sont reliés par une tige horizontale de masse négligeable. Partant du repos à l'instant près comme origine des dates, l'ensemble se déplace sur un plan horizontal sans frottement grâce à une force de traction faisant un angle alpha de 20 degrés avec l'horizontale, appliquée à S1 et d'intensité grande F égale à 100 newtons. Très bien. Pour commencer, on va d'abord essayer de bien comprendre. On a dit qu'on a deux solides qui se déplacent sur le plan horizontal. Donc ici, je vais supposer, voici mon S2, voici mon S1. Ils se déplacent comme ceci. Donc voici la direction. On a dit que M2, c'est 2 fois M1. Donc 2 fois ceci. Il est un peu plus gros. Il va se déplacer comme ceci. Ils partent d'où? Ils partent du repos. Donc, je suppose qu'ils débutent ici et ils se déplacent dans ce sens. Pour pouvoir se déplacer, il n'y a pas de force de frottement, donc leur mouvement est inculqué par une force de traction. On a appelé cette force grande F exercée en S1. Donc ici, voici notre solide S1, ici, voici notre solide S2. La force de traction est exercée en S1, donc sur son centre. Donc, normalement, on représente en fait tous ces deux messieurs comme des tout petits points matériels. J'ai fait un peu des images plus grandes pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que si je veux représenter cette force, elle fait un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, je vais tout simplement représenter ma force F comme ceci, qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc, le soleil se déplace comme ça. Maintenant, on a dit qu'il y avait une tige de masse négligeable qui reliait les deux objets. Donc, première des choses, si je veux représenter toutes les forces appliquées à mes solides, commençons par disons, celui-ci d'abord, il aura quoi? Il possède une masse d'office et il y a le poids. On va appeler ça P2. Sur un plan, il se déplace bien à quelque part. Sur une route, on va dire la réaction R2. De même, celui-ci, on va s'occuper des tensions ensuite. Celui-ci là possède une masse, on va dire P1 et il est sur un plan, donne une réaction R1. Bien. Maintenant, ils sont reliés par une tige, donc il y a une tension. Donc, on va dire tout simplement que voici la tension T2. Donc, et ici, on aura la tension T1. Donc, la tige ne possède pas de masse. Si la tige possède une masse, on aurait également représenté le poids de notre tige. Donc, comme elle ne possède pas de masse, elle n'a tout simplement pas de poids. Donc, on parle de toutes les forces, voici les forces de notre système. Maintenant, passons aux questions. À la première question, on demande d'énoncer le théorème du centre d'inertie pour un point. Alors, le théorème du centre d'inertie nous stipule quoi? Le théorème du centre d'inertie nous stipule tout simplement que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système sera égale à la masse de ce système fois le vecteur accélération de son centre d'inertie. Maintenant, pour la question 2, on demande de déterminer l'accélération du centre d'inertie du solide S1 également pour un point. Alors, je veux déterminer l'accélération de ceci, donc l'accélération du solide S1. On a dit qu'ici, il y avait une force qui s'exerçait. Donc, la première des choses déjà à remarquer ici, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement que, imaginez-vous par exemple que vous tirez, par exemple, quand on était enfant, on tirait ces voitures qui sont reliées les unes aux autres. Lorsque tu tires un objet avec une force, l'accélération en fait que tu exerces sur le premier, c'est la même accélération qui s'exerce sur tout le système. Ça veut dire que la première chose ici, tout simplement à remarquer, c'est tout simplement que l'accélération de S1 sera encore la même accélération qu'aura S2 et ça sera la même accélération qu'aura en fait tout le système.
Donc, lorsque tu exerces en fait une force pour tirer un objet, l'accélération, en fait, ça s'applique sur tout ce système. Donc, S1, S2 ont la même accélération qui est encore l'accélération du système. Maintenant, ici, pour trouver cette accélération, remarquez que si je prends juste le système S1 et que je l'étudie, j'aurai cette tension que je n'ai pas, donc c'est un problème. De même, c'est si j'ai cette tension que je n'ai pas. Donc, ici, le mieux, ça serait tout simplement d'étudier tout notre système, donc S1 et S2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que si j'applique le TCI, donc n'oublions pas les principes, donc on précise que ici, le système qu'on étudie, c'est tout simplement tout le système. Donc, j'étudie à la fois S1 et S2. Bien sûr, dans un référentiel galiléen. Les lois de Newton s'appliquent dans des référentiels galiléens, donc important de les préciser. Et bien sûr, les forces. N'oublions pas que la loi de Newton dit quoi? On dit la somme vectorielle des forces extérieures. Ça veut dire que si j'applique tout ce système, les tensions deviennent maintenant des forces intérieures parce que c'est la force qu'une partie exerce sur une autre partie du système. Donc, le solide exerce sur ceci une tension, ainsi de suite. Ce qui fait que comme ils deviennent des forces intérieures, ils ne vont pas intervenir dans la relation du TCI. Donc, ici, si on parle des forces, les forces extérieures, on n'aura que P1, on n'aura que P2, on aura R2, on aura P1, on aura R1 et bien sûr la force motrice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'applique le TCI ici, ça reviendrait tout simplement à dire somme vectorielle des forces extérieures, donc R1, P2, R2, plus la force motrice serait égale à la masse de tout le système. Donc, appelons ça M. À remarquer tout simplement que comme c'est les deux systèmes que j'étudie, si je veux la masse, ça serait tout simplement M1 plus M2. Et comme on m'a dit que M2 c'est 2, M1, je n'ai pas encore remarqué que ceci, ça serait 3, M1. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? L'objet se déplace comment? Il se déplace horizontalement, ce qui fait tout simplement que ce sont les forces horizontales qui m'intéressent. C'est là qu'il y aura l'accélération suivant la direction que l'objet se déplace. Donc, on va dire tout simplement ici, suivant. Donc, si je dis suivant OX. Alors, suivant OX, P2, R2, P1, R1, ils sont pas, ils sont verticales. Donc, la seule force en présence, c'est F. Maintenant, je dois la projeter sur le bon axe, donc sur l'axe des abscisses. Ce qui fait qu'en la projetant, elle va tout simplement descendre ici. Appelons ça F de X. Donc, elle part pas dans la bonne direction, elle est dirigée comme ça, elle n'est pas dans la bonne direction que l'accélération. Donc, ça reviendrait tout simplement à remarquer que mon f de x serait égal à la masse du système. Pardon, ici, il y a le vecteur accélération. Bien. Alors, f de x, c'est quoi? Remarquons qu'on a l'angle ci. Ça, là, c'est quoi? Voici f de x. F de x, c'est cette distance-ci. Or, ici, je suis quoi? Je suis dans un triangle rectangle. Ce qui fait que si je dis cosinus de alpha, c'est côté adjacent. Donc, mon f de x sur hypoténuse grand F, ce qui fait que si je veux f de x, c'est f cosinus de alpha. Ainsi, dans notre relation va devenir f cos alpha. On peut remplacer m par sa valeur, donc 3m1 multiplié par l'accélération. Donc, ça reviendrait tout simplement à conclure en disant que l'accélération qu'on cherche, comme c'est la même accélération A1, A2, A du système, je vais tout simplement dire que mon A1 est égal à on voit ceci, f cos alpha sur 3m1. Dans ce qui concerne l'application numérique, je pense que on peut passer. Vous avez là toutes les données. On a F à Newton, c'est bon. Cos de 20 degrés. Et si on a M1, 500 grammes, on convertit. Donc 0,5 kg. Maintenant, pour la question 3, on veut déterminer les tensions T1 et T2 exercées par la tige respectivement sur les solides S1 et S2 pour 3 points. Bien, ici, je veux maintenant déterminer les tensions T1 et T2. Ok, maintenant que je veux T1 et T2, ça veut dire que je peux étudier chaque système différemment parce qu'en étudiant chaque système différemment, les tensions deviennent des forces extérieures, donc je peux les trouver. Donc, prenons par exemple, on commence par ce système, en tout cas, on va aller avec le prenons par exemple le système S1. Donc, quand je prends S1, c'est tous ces systèmes. Donc, vous connaissez les étapes. Donc, vous pressez système S1, référentiel galien, force, on a P1, R1, T1 et
la force motrice. Ce qui fait que si j'applique le TCI ici, ça reviendrait tout simplement à dire que P1 plus R1 plus T1 plus F, bien sûr, serait égal à la masse de ici, le solide de sa masse, donc c'est accélération 1 qui est encore l'accélération sur tout le système. Bien, maintenant, bien sûr, sur l'axe OX. Sur OX, ceux-ci ne sont pas là. Maintenant, T1, regardez la direction. T1 se dirige comment? Comme ça. L'objet se déplace comme ça. T1 est dans ce sens-ci. Donc, ici, on va tout simplement mettre moins T1. La force, bien sûr, c'est F dx, comme expliqué en haut, fois A1. Ce qui fait que comme c'était un que je veux, je l'envoie ici. J'envoie donc celui-ci ici. J'aurai donc T1 sera égal à celui-ci par là et celui-ci vient f dx. On met d'abord f dx qui est f cosinus alpha. Quand celui-ci vient, c'est moins m1. Remplaçons A1 par sa valeur f cosinus alpha sur le 3m1. Ce qui va faire que ceux-ci peuvent s'en aller. Je vais rester avec f cosinus alpha moins le 1 tiers de f cosinus alpha. Donc, je peux mettre 3 sur 3 ici. Je vais rester donc avec 2 tiers de f cosinus alpha. Donc, pour la première tension, on peut tout simplement computer que notre T1, c'est 2 tiers de f cosinus alpha. Donc, je vous laisse l'application numérique. Maintenant, supposons qu'on veut déterminer T2 maintenant. Donc, on étudie le second système. Le second système, lui, est soumis à 3 forces, P1, R1 et T2. Donc, on va dire, pardon, P2, R2 et T2. Ça sera donc M2 multiplié par l'accélération A2, qui est encore la même chose que A1. Donc, si on dit suivant OX, ça reviendrait tout simplement. Remarquez que le T2 passe dans la même direction, il se déplace dans le même sens que l'objet. Donc, l'accélération, que la force motrice, ça veut dire qu'il est positif. Ça serait égal à M2. M2 qui est quoi? Qui est 2 fois M1. Fois l'accélération qui n'est pas encore remplacée par A1 parce que A est égal à A1. Ce qui va faire donc que mon T2, c'est 2M1. Si on remplace ceci par sa valeur, ça va faire F cosinus de alpha sur le 3M1. Donc, ça simplifie ceci. On reste bien sûr avec un T2 qui serait égal à 2 tiers de F cosinus de alpha. Donc, ici, vous pouvez tout simplement remarquer que T1 serait égal à T2. Donc, c'est pour en ce qui concerne la première partie. Mais si vous avez des questions, des incompréhensions, n'oubliez pas de mettre en commentaire de cette vidéo. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de notre exercice et cette partie est notamment sur 2 points. Dans notre seconde partie, l'énoncé nous dit ceci. Monsieur Issa, au volant de sa voiture, se déplace sur une autoroute à la vitesse V de 100 km par heure. Il souhaite sortir de l'autoroute en utilisant une bretelle de sortie assimilée à un arc de cercle plan horizontal de rayon grand R égal à 40 mètres. La masse du véhicule est M égale à 1 tonne. On néglige la masse du chauffeur devant celle du véhicule et on dit pour éviter de déraper, la norme de l'accélération de la voiture ne doit pas excéder 100 mètres par seconde au carré. Alors déjà, pour comprendre notre énoncé, c'est dit quoi? On nous dit que monsieur Issa se déplace sur une route horizontale. Ensuite, il veut aborder un virage. Il veut passer sur un arc de cercle. La première des choses, c'est un arc de cercle. Le rayon est constant. Ça veut dire que le mouvement est circulaire. Seconde information, il roule à une vitesse de 100 km par heure. Donc, il roule à une vitesse constante. Donc, ici, on a fait tout simplement à un mouvement circulaire uniforme. C'est dit tout simplement déjà de se rappeler que lorsqu'on parle de mouvement circulaire uniforme, ça veut dire que si je veux l'accélération, on sait qu'on a deux composantes, accélération tangentielle. Donc, si on prend l'objet ici, on aura tangentielle et bien sûr l'accélération normale. Comme c'est un mouvement circulaire uniforme, on va remarquer que l'accélération tangentielle, c'est déjà 0. Donc, son accélération, c'est tout simplement encore son accélération normale. Maintenant, donc, à la première question, on vous demande le véhicule pourra-t-il aborder le virage? Justifiez votre réponse pour un point. Est-ce que le véhicule pourra aborder le virage? On m'a dit que le véhicule va aborder le virage si son accélération ne dépasse pas 10 mètres seconde moins 2. Ce qui fait donc que pour répondre à cette question, il faut tout simplement vérifier quelle est l'accélération de notre véhicule.
Donc, première des choses à la question 1, on va s'intéresser à l'accélération de ce véhicule. Donc, pour l'accélération, comme on vient de l'expliquer, c'est juste l'accélération normale. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que l'accélération normale, c'est tout simplement la vitesse de mon véhicule sur le rayon, la vitesse au carré, pardon. Ce qui fait que si je viens à la notation numérique, ça serait tout simplement dit que l'accélération de notre véhicule, c'est encore son accélération normale. La vitesse, on convertit. Donc, on convertit, c'est tout simplement dire 100 km. Donc, 100 à mètres, c'est fois 10 pour 3. Ceci se fait en une. Donc, je veux en secondes. Une heure, c'est quoi? C'est 60 minutes fois 60 secondes. Donc, le tout divisé par son rayon qui est 40 mètres. Donc, ça va faire... OK, donc après calcul, n'oubliez pas le carré. Donc, après calcul, ça va tout simplement nous donner 19,29. Dans d'autres termes, Monsieur Issa roule avec une vitesse de 19,3 mètres secondes moins 2. Oh, cette vitesse est trop grande. On a dit que pour qu'il puisse aborder le virage, il faut absolument que sa vitesse ne dépasse pas 100 mètres secondes moins 2. Donc, on va tout simplement conclure que ceci est supérieur à l'accélération demandée pour éviter de déraper. Donc, je conclue tout simplement qu'il ne pourra pas aborder le virage et il risque de faire l'accident. En fait, la raison pour laquelle, lorsque vous arrivez, par exemple, que vous vous rapprochez d'un virage, on a souvent tendance à mettre sur les routes des ralentisseurs, donc pour faire en sorte que votre vitesse diminue et vous évitez en fait de déraper. Maintenant, pour la seconde question, on vous demande de déterminer l'intensité de la force de frottement maximum à la limite de dérapage. Très bien. Alors ici, pour la question 2, je veux les forces de frottement à la limite de dérapage. Limite de dérapage, c'est tout simplement dit que si l'accélération c'est encore égal à 10 mètres par seconde, là, on atteint la limite de dérapage, 10 mètres seconde moins 2. Très bien. Maintenant, on comprend la notion, en fait. Lorsqu'on parle du mouvement d'un objet sur un virage, qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsqu'un objet effectue un mouvement sur un virage, il y a une somme de forces, toutes les forces qui s'appliquent à lui. Donc, pour qu'on puisse éviter le dérapage, il faut tout simplement que ces forces soient égales à m fois le vecteur accélération. Maintenant, ici, il faut remarquer que pour éviter le dérapage, il y a deux cas possibles. Soit on a la présence des forces de frottement, soit on a tout simplement l'inclinaison soit de la route ou alors du conducteur. Ça veut dire que lorsque tu vas aborder une route, soit tu t'inclines, par exemple, si tu roules en moto, tu vas forcément t'incliner, ou alors tout simplement, la route déjà est inclinée, ce qui fait que tu n'as plus besoin de t'incliner. Mais ce n'est pas le cas dans notre exercice parce qu'on n'a pas spécifié que la route était inclinée ou bien que ça va s'incliner. Donc, ça veut dire que la seule chose qui reste, c'est tout simplement les forces de frottement qui doivent s'appliquer à l'objet pour l'éviter de déraper. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore comprendre d'autre ici? Il n'y a pas d'inclinaison. Ça veut dire que si on étudie notre objet, il y a quoi? Il y a tout simplement, regardez, il y aura son poids. Son poids sera dirigé vers le bas. Il y aura la réaction du sol dirigée exactement vers le haut, son poids vers le bas. Il y aura les forces de frottement. Donc, les seules forces de frottement, c'est ceux-là qui seront dirigés dans le sens de l'accélération normale. Donc, le poids vers le bas, l'accélération vers le haut, et on a les forces de frottement dirigées dans le sens pour tout simplement permettre d'éviter qu'il y ait dérapage. Ça veut dire que ici, lorsqu'on demande les forces de frottement, ça veut dire que si on appelle petite f nos forces de frottement, c'est la masse de notre solide fois le vecteur accélération normale, vu qu'il n'y a pas d'accélération tangentielle. C'est dit tout simplement qu'appliquer cela reviendrait tout simplement à dire que la masse de notre solide fois l'accélération normale. Or, ici, l'accélération, c'est ceci. On a spécifié que pour une limite maximale. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 1 tonne fois 10 expo 3 fois 10. Donc on va dire tout simplement que c'est 10 exposant 4 newtons. Donc c'était en fait tout pour cette seconde partie. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et bien sûr à la prochaine.